Merci Taïva, merci à tout le monde d'être là et aux organisateurs spécialement pour cette invitation. Et je préparais un petit texte que je vais lire, mais avant ça, je vais vous raconter brièvement un peu le contexte de cette recherche. Plus qu'un savoir déjà acquis, c'est plutôt une pensée qui est en train de se faire, donc je vais vous présenter des intuitions, sûrement avec des trous, avec des tâtonnements, avec des sautes que peut-être on va pouvoir compléter ensemble. Et c'est une recherche qui a commencé il y a 2 ans peut-être, quand j'ai fini mon doctorat en recherche artistique, qui était plutôt axée sur la question de l'image pensive. On a parlé des photographes comme Laïa Abril hier, aujourd'hui, et Max Pinkers, Alfredo Jarre, etc. Moi, je m'intéressais dans ma thèse de recherche et création aux projets photographiques qui, d'une manière ou d'une autre, avec différentes stratégies, et produisent des dispositifs que j'appelais dans la thèse des dispositifs esthétiques de pensivité à partir de Jacques Rancière, etc. Bon, dans tous les corpus d'artistes, de photographes que j'ai travaillé dans ma thèse, j'ai trouvé cette image que je vous montre. C'est un artiste photographe péruvien, moi je viens du Pérou, qui s'appelle Philippe Grunberg, et un petit projet intitulé Géographie de la différence, Geografia de la diferencia, et qui m'a beaucoup marqué. Et cette image en particulier, le projet, c'est un Leporello, c'est pour ça que je vous demandais hier en rapport au Leporello. C'est un tout petit bouquin en réalité qui raconte l'histoire d'un palmier, et son déplacement depuis un oasis naturel dans la côte du Pacifique au Pérou, à 300 km de la capitale, que c'est là, vers un parking d'un club privé de yachts dans les quartiers riches de la côte péruvienne. Donc j'étais dans le contexte de mes recherches doctorales, ce qui m'intéressait, c'était le mode opératoire de ces Leporello et comment, avec des stratégies très simples, il montrait de manière très puissante cette complexité de ces phénomènes de déplacement de cet être vivant. Et c'est ce projet qui m'a amené aux recherches en rapport à la question de l'extractivisme, que c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, j'ai développé les 2 dernières années un projet d'exposition collective que j'appelais Can We Face the Sunset, photographie et extractivisme en Amérique latine, qui recueille un ensemble de photographes contemporains, soit latino-américains ou pas, mais qui travaillent avec différentes stratégies documentaires, narratives, conceptuelles, la question des impacts des changements climatiques, du capitalocène dans les territoires latino-américains. Bon, bref. Mais en faisant cette recherche, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui manquait à ma façon d'approcher les sujets. Et j'avais l'impression que j'ai resté un peu en surface en recueillant ces photographes, en faisant ces groupes de photographes qui documentent les impacts, les conséquences, les effets des pratiques extractives dans l'environnement et dans la société. Et donc je me suis lancé dans une enquête un peu plus profonde et que je pensais qu'elle allait prendre 1 année ou 2 peut-être, mais je pense que ça sera un travail de toute la vie, que j'ai intitulé « Paysage par extraction », et que heureusement cette année j'ai eu la bourse de l'Institut pour la photographie de Lille pour pouvoir démarrer ces projets, qui en gros ce qu'ils cherchent c'est à mettre en rapport historique ou même archéologique on pourrait dire, ces images du présent, ces images du contemporain, et avec ce que pourrait être une origine historique et structurelle de l'extractivisme dans les origines de la modernité occidentale, à partir de la considération d'un ensemble d'événements qui appartiennent à différents domaines, comme la philosophie, la technique, la peinture, comme on verra aujourd'hui, la figuration, mais aussi la conquête de l'Amérique, bien sûr, comme un événement fondatrice de la modernité et du système monde capitaliste actuel. Donc là, je suis en train de faire cet aller-retour, cette dialectique entre les discours, les images de ces contextes-là aux origines de la modernité et les travaux des photographes contemporains. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une toute petite partie, une petite réflexion à l'intérieur de cet univers, que c'est un effort de définir ou de caractériser les concepts paysage par extraction. Donc, je passe rapidement à la lecture après cette longue introduction. Et simplement pour vous donner un peu de contexte, d'un point de vue descriptif, l'extractivisme, je pense qu'on connaît plus ou moins tous, mais
pour définirlo de façon rapide, renvoie à un modèle économique choisi par de nombreux pays en voie de développement et fondé sur l'extraction des ressources naturelles non renouvelables destinées à l'exportation sans transformation vers les pays industrialisés. D'un point de vue historique et structurel, l'extractivisme actuel, comme je disais avant, constitue la prolongation de ce que Marx appelait l'accumulation primitive, qui fonde le système monde capitaliste depuis les origines de l'impérialisme colonial occidental dans la conquête de l'Amérique. Et comme dit Ariela Azoulay dans cet important bouquin qui a été mentionné aussi, Potential History, j'utilise 1492 pour faire référence non seulement au Nouveau Monde, mais aussi à l'histoire commune d'expulsion, de séparation et de colonisation qui a entamé le long processus de dépossession et qui détermine que ce qu'on considère parfois comme le passé habite encore dans les présents, dans les corps de la terre et dans les corps des gens qui ont été, bien sûr, colonisés dans ces contextes. On connaît bien les gravures, les dessins de Théodore de Bry, et montrant un peu cette, entre guillemets, rencontre, mal qualifiée comme rencontre des deux mondes. Et je me permets aussi de vous montrer une citation de l'Inca Garcilaso de la Vega, c'est un des premiers chronistes ou chroniqueurs d'origine métisse péruvienne dans ce cas. En 1609, il disait « Et bien que la terre soit si riche et abondante en or, en argent et en pierres précieuses, comme chacun sait, tout le monde le savait à l'époque, les indigènes sont les gens les plus pauvres et les plus misérables de l'univers. » Et si on pense à la représentation iconographique de l'extraction et de l'exploitation donc des territoires et des corps et des peuples autochtones, on peut penser encore une fois à Théodore de Bry et ses représentations des mines de Potosi, que c'est le principal lieu à l'époque qui a permis le déplacement des richesses depuis les Amériques, ou ce qu'on appelait les Amériques, on appelle les Amériques, vers l'Espagne dans ce cas, ou l'Europe. Donc, dans le contexte de la crise écopolitique actuelle, l'extractivisme a émergé comme une problématique essentielle. On parle un peu partout aujourd'hui d'extractivisme, dans des biennales, dans des festivals, etc. Cependant, le terme n'a commencé à être utilisé qu'au XXIe siècle, comme conséquence de l'augmentation exponentielle de la demande de matières premières par les pays industrialisés et de la néolibéralisation de l'économie radicale, néolibéralisation en Amérique latine. Je ne vais pas lire la citation, mais l'extraction des minerais a augmenté depuis les années 90 en 2000% en Amérique du Sud. 90% à l'échelle mondiale, mais 2000% en Amérique du Sud. Donc, on voit bien combien de choses sont extraites là-bas. Et avec l'augmentation de l'extractivisme, une partie importante de l'activité photographique latino-américaine, et là, on va parler d'un changement, d'un tournant, si on peut le dire, dans les problématiques et dans l'esthétique latino-américaine, a déplacé les centres de ces préoccupations. Des impacts sociaux du système monde capitaliste et dans le réalisme social. Et on peut penser là à la photographie, par exemple, de Paolo Gasparini. Dans les années 50, 60, 70 en Amérique latine, on voyait ce type de photographie qu'on peut appeler réalisme social, bien lié à la dispute idéologique dans ces contextes historiques. Ou aussi, on voyait des photographies qu'on pourrait appeler du réalisme magique, qui reprenait ce concept de la littérature. Ces préoccupations se sont déplacées les dernières, je dirais, 20 ou 30 ans, un peu plus, vers la documentation des risques écologiques ou socio-écologiques auxquels les systèmes monde capitalistes nous exposent. C'est pourquoi des travaux pionniers sur cette thématique, comme ceux d'Alfredo Jar, Gold in the Morning, moins connu que ces autres projets plus conceptuels, je pense qu'il a abandonné ce type de représentation rapidement, et de Sebastião Salgado, qui a continué à faire ce type de représentation toute sa vie, ont vu le jour dans les années 80, que c'est le précis moment où, comme vous voyez dans cette graphique, les publications académiques qui incluent la question de l'extractivisme comme un mot-clé ont commencé à augmenter à partir des années 80, mais ils sont augmentés radicalement à partir des années 2000. Et
Quand on parle de ces deux travaux que je vous montre comme des travaux pionniers à l'époque, sont des travaux qui sont plus préoccupés pour l'exploitation de l'être humain dans les espaces d'extraction que par les impacts des activités extractives en la nature ou sur la nature elle-même. Les projets explicitement focalisés sur le phénomène de l'extractivisme émergent au XXIe siècle, par exemple dans l'œuvre très, très importante de Javier Rivas, photographe espagnol, sur la circulation des nitrates entre le Chili et la Grande-Bretagne ou l'Angleterre. Donc, en 2025, l'extractivisme s'est transformé en un concept critique à la portée élargie, puisqu'il ne se limite plus à décrire seulement l'extraction des ressources naturelles non renouvelables, mais renvoie à toute activité fondée sur une logique qui, pour reprendre les mots de David Harvey, repose sur un même mode opératoire. Donc aujourd'hui, quand on parle d'extractivisme, ou comme je l'appelle, de transextractivisme, on parle des activités qui ont un même mode opératoire, que c'est la dépossession des ressources, n'importe quel type de ressources, avec un même objectif, que c'est l'accumulation des richesses ou des valeurs. Et donc, on parle aujourd'hui d'extractivisme culturel, cognitif, biologique, attentionnel, etc. Je vous montre rapidement, simplement comme exemple, un projet d'un photographe péruvien qui s'appelle Capar. C'est un projet, c'est un photolivre avec de la documentation photographique et d'archives qui retrace ce que dans les années 90 au Pérou a été les stérilisations forcées des femmes des villes pauvres comme politique de l'État, avec la finalité de diminuer les naissances et donc de diminuer la pauvreté dans certaines parties du pays et augmenter le PIB ou le PBI et donc augmenter la richesse du pays. Donc il y a l'extraction bien sûr de les dimensions reproductives de la femme avec, bien sûr sans la vie de ces personnes-là. Bon, c'est simplement un exemple pour voir comment la question de l'extractivisme va au-delà de la représentation des ressources naturelles. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est me focaliser sur la question du paysage. Parce que, bien évidemment, la grande majorité des photographes qui travaillent sur l'extractivisme ont recours à la photographie des paysages d'une manière ou d'une autre. Non? Donc, je me pose quelques questions qui peuvent être un peu naïves ou un peu simples. Non? Et que nous montrent ces images de notre relation à la nature? Je vais vous montrer quelques images un peu random que j'ai choisies de différents projets. Quelle place occupent ces images dans l'histoire de la représentation paysagère, si on peut dire ça? Et qu'est-ce que c'est un paysage contemporain? Qu'est-ce que c'est un paysage du capitalocène, pour utiliser ces mots? Ces questions simples semblent avoir des réponses simples aussi. Ce type de photographie serait nécessaire pour documenter, dénoncer les effets néfastes du système monde capitaliste sur la planète Terre. Ce faisant, ces images nous montreraient l'actualité d'un nouveau thème paysager. De la même manière que dans d'autres contextes à prédominer, par exemple, les paysages historiques ou les paysages romantiques, il s'agirait ici d'un contenu inédit pour une forme esthétique en vigueur depuis 5 siècles au moins. On pourrait dire ainsi qu'un paysage est contemporain lorsqu'il représente la manière dont l'être humain perçoit, habite et se relie à l'état actuel de l'environnement naturel. Je vais montrer un peu plus d'images comme ça, random. Et cependant, cette réflexion a suscité en moi une inquiétude un peu plus profonde, parce que jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose au-delà de l'intérêt de chaque projet photographique. Et en lien avec ce que nous voyons réellement, et je mets ça entre guillemets, lorsque nous observons ces paysages contemporains marqués par l'extraction. Sommes-nous uniquement face à la représentation d'une nouvelle étape de l'être du monde, de l'être au monde, produit par l'action du capitalisme sur la planète? Il me semble que les paysages par extraction plient quelque chose de plus, un supplément qui pourtant se soustrait à la représentation de l'événement. Dans ces paysages, je crois, se manifeste et s'occulte en même temps une sorte de, entre guillemets, vérité profonde du paysage, qui n'est pas liée seulement à ce que les paysages montrent,
mais à la manière dont les paysages montrent ce qu'ils montrent. Cette vérité réside ou résiderait dans les paysages non comme représentation, mais comme opération sur le monde. C'est ça qui va m'intéresser dans les prochaines minutes. Là, je ne vais pas m'arrêter dans cette... Je vous montre une autre image. Ça, on connaît bien qu'on peut... pardon, là, oui. On connaît bien tous et toutes, mieux que moi sûrement, qu'on peut parler du paysage comme genre artistique, bien sûr, dans l'histoire de l'art de la modernité. On peut parler du paysage comme catégorie épistémique, dans les sciences, surtout à partir du 19e siècle, et l'institutionnalisation des sciences comme la géographie, la géologie, etc. On peut parler aussi du paysage comme forme symbolique. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces trois dimensions font partie de ce que je vais appeler un peu plus tard un dispositif ontologique et politique plus complexe qu'est simplement une genre esthétique, une catégorie épistémique ou une forme symbolique intériorisée par tous et toutes dans la culture occidentale et en particulier. Donc, je continue avec les textes. Les paysages comme forme symbolique, je vais m'arrêter là un moment, renvoient à une forme particulière de représentation mentale de l'espace à travers un médium perceptif, généralement visuel, mais pas forcément. En tant que forme symbolique, les paysages conditionnent notre perception de l'environnement et notre expérience du monde extérieur. C'est pourquoi les paysages n'expriment pas seulement une manière de voir, mais aussi une manière d'organiser sensiblement et cognitivement l'expérience de ce que nous voyons. Cela implique que lorsque nous regardons un paysage, nous ne voyons pas la nature en elle-même. Une telle chose est bien sûr impossible, on le sait depuis Kant, mais une manière singulière de faire monde, une apparence phénoménique du monde. Mais donc il y a là une double déterritorialisation qui m'intéresse, les mouvements du paysage comme genre artistique vers les paysages comme catégorie épistémique et vers les paysages comme forme symbolique, qui implique une naturalisation de la vision du monde sous la forme ou la catégorie du paysage. Cette naturalisation fait que l'être humain ne se situe plus dans la nature ou parmi les existantes, ce que j'appelle la position immersive, mais devant ou face à elle, ce que j'appelle ici la position au monde extractif. Le paysage est alors un dispositif complexe qui va rassembler ces trois dimensions dont je parlais, qui met à distance, aplatit, cadre, homogénise et fragmente le monde, les transformant ainsi en spectacle pour les regards humains et en scène pour ses actions. De cette manière, le paysage a contribué à l'effectuation d'un partage du sensible, pour reprendre les mots de Rancière, qui se caractérise par la génération d'un dualisme ontologique qu'on connaît bien entre sujet, objet, culture, nature, produisant, et c'est ça qui m'intéresse, l'extraction de l'être humain, entendu comme individu ou chose qui pense, avec les mots de Descartes, de son milieu d'existence, les plaçant ainsi devant la réalité ou devant la chose étendue, encore une fois, avec Descartes. Donc, troisième partie, j'ai encore du temps, oui. Mais on peut aller encore un peu plus loin, et c'est ça qui m'intéresse. Et les paysages, pour ces raisons que je viens de mentionner, ne peuvent pas être conçus comme un a priori universel, au sens kantien, mais comme une construction historique qui opère au service d'une volonté de puissance, pour le dire avec Nietzsche, tout à fait concrète et historique. Des auteurs comme Dennis Cosgrove ou Mitchell ont proposé des lectures matérialistes du paysage, soutenant que l'apparition et l'évolution de cette forme de représentation dans les trois niveaux dont je viens de parler constitue la consolidation de l'un de multiples dispositifs qui ont opéré au cœur de la modernité occidentale au service de l'impérialisme colonial. Les paysages peuvent être compris ainsi comme les doubles inversés des processus de clôture et d'appropriation, enclosures, des terres qui ont permis en Europe les passages du féodalisme au travail salarié libre et qui sont prolongés ensuite en Amérique avec la dispossession des terres des peuples autochtones, contribuant ainsi à l'émergence du système monde capitaliste.
c'est intéressant qu'un des premières, ou peut-être la première peinture des paysages qui va représenter un territoire américain, il n'a été pas fait en Amérique, mais depuis l'Europe, représente un épisode des disputes entre les conquéreurs et les peuples originaires. Non? Donc, c'est une illustration simplement de cette idée, mais comment apparaît déjà depuis ce moment-là la question du paysage et de l'appropriation des terres comme deux choses qui appartiennent à un même mouvement. En ce sens, les sujets qui perçoit, connaît, contrôle et exploite les territoires par les regards en faisant de celui-ci un paysage est l'un des nombreuses déclinaisons du personnage conceptuel qui incarne l'homme avec H majuscule moderne et qui était en train de se former à la même époque que le paysage a été inventé comme genre de représentation. Et là, je fais une liste un peu rapide, non? Mais on peut parler, bien sûr, de la consolidation du sujet conquérant dans les journaux de Christophe Colomb et d'Americo Vespucci. Dans les traités, on peut voir les mêmes hommes dans les traités sur la perspective de Battista Alberti, dans les peintures perspectivistes de Brunelleschi, dans la fondation du sujet pensant de Descartes, dans la caractérisation de la science expérimentale de Francis Bacon de la Nouvelle Atlantide, dans la théorisation de la propriété privée dans les textes de John Locke, dans la mathématisation de la nature par Galiléo, etc., etc. Dans tous les cas, on voit l'apparition du même personnage conceptuel et d'une même relation au monde, d'une même manière de regarder et de penser le monde que Enrique Dussel, le philosophe et sociologue argentin, a bien caractérisé en faisant l'équivalence entre le cogito ergo sum de Descartes comme principe fondateur de la modernité et c'est ce qu'il appelle le conquiro ergo sum comme acte performatif dans la figure de Christophe Colomb comme élément qui précède à la fondation de la pensée moderne dans la disposition et l'appropriation des terres. Non? Donc, l'agencement hétérogène de tous ces dispositifs que j'appelle dispositifs de séparation, soit des discours, des techniques, des institutions, des pratiques, des lois, des savoirs, constitue une ontologie politique de la séparation qui va désigner une manière de composer le monde, comme l'a dit Philippe Descola, caractérisée par une séparation et une objectivation exhaustive des existants qui habitent sur la Terre afin de faire de eux, de ces existants, quelque chose de totalement disponible, comme le dit Armud Rosa, pour pouvoir les contrôler, les connaître, les contrôler et les exploiter. Donc, j'arrive à la fin de cette partie. Compris comme dispositif de séparation, le paysage a été, depuis ses origines, au service de ce que j'appelle la pensée extractiviste. Cela m'amène à proposer donc une inversion. Il n'est pas équivalent de parler des paysages de l'extraction et de parler du paysage comme extraction. Dans les premiers cas, comme on a vu dans tous les exemples que je vous ai montrés, nous restons encore à l'intérieur de la logique de la représentation où le paysage opère comme une forme visuelle qui, que ce soit dans le domaine de l'art ou de la science, sert à montrer un état spécifique du monde. La seconde forme, la forme du paysage comme extraction, fait du paysage un instrument visuel au service de l'éthos ou de la manière d'être au monde qui a rendu possible le déploiement de l'extractivisme. Donc, le paysage comme dispositif ontopolitique de séparation ne vient pas après l'extractivisme pour les représenter, mais il vient avant l'extractivisme. Les paysages ne représentent pas seulement l'extraction, les paysages opèrent l'extraction. Ça, c'est un peu l'hypothèse que je suis en train de vous proposer. Donc, pour finir, je vois qu'il me reste peu de temps. Donc, je reviens pour finir dans cette dernière partie à la question que je posais quelques minutes avant. Qu'est-ce que c'est, que signifie et que fait surtout, en parlant de performativité ou d'opérativité de ces dispositifs paysages, un paysage contemporain?
que fait cette image, non? Et il y a certains auteurs comme Jane Sanderman dans son livre sur l'art et l'extractivisme and the End of Landscape qui parle précisément à partir des photographies des catastrophes climatiques comme celle de Julia Pontes à Minas Gerais au Brésil. Il y a des auteurs qui parlent de la fin du paysage, qu'on est dans une époque de post-paysage, comme on est dans une époque de post-nature. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on peut encore parler du paysage, mais qu'il y a un renversement qui m'intéresse, et que c'est une intuition. Je vais lire la dernière page et avec ça, j'ai fini. Et qu'est-ce qui se passe avec les paysages aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire un paysage aujourd'hui? Dans ces points de vue des paysages comme extraction et pas seulement de l'extraction. Si dans les représentations picturales réalisées durant les premiers siècles de la modernité, en particulier dans les portraits individualisants et les paysages en perspective, s'exprimaient, comme disait Descola, visuellement la formation de ce qu'il appelle l'ontologie naturaliste, qui se caractérise par un double devenir. D'un côté, il y avait la subjectivation de l'être humain et l'objectivation de la nature de l'autre côté, la production d'intériorité, la res cogitans d'un côté, et la production d'extériorité, la res extensa de l'autre côté. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans les mêmes schémas? Ça, c'est ma question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un contexte marqué par l'accélération technologique, l'accélération informatique et communicationnelle? Mon hypothèse finale est que certaines images contemporaines condensent une modification du nouveau lieu qui occupe l'être humain dans la totalité de l'existant. Ainsi, certaines images actuelles expriment une nouvelle manière de composer le monde qui détermine une nouvelle phase d'abstraction, parce que déjà le dualisme moderne, c'est une abstraction ou extraction, et une nouvelle phase d'abstraction du sujet moderne et d'extraction de l'objet moderne ou de la nature. Les sujets cartésiens aujourd'hui se diluent progressivement dans un réseau de relations algorithmiques, informatiques, technologiques et financiers. Dans une perspective phénoménologique, on pourrait dire que nous avons cessé d'être, les êtres humains, des sources fondant des sens et des formes pour devenir que des interfaces fondées, des points de transit pour les flux d'informations. Nous ne sommes plus les centres intentionnels ou points de vue perspectifs qui donnent sens et forme au monde. Nous sommes plutôt des nœuds au sein d'un système rhizomatique qui a déplacé l'humain en faisant de lui une fonction des opérations algorithmiques. Sous la domination géopolitique des big tech, dans le contexte du capitalisme mondial intégré, la subjectivité a été attirée et absorbée par les systèmes de traitement et de circulation des données. Et j'ai encore 2 minutes? Oui. Merci. Donc, je suis presque à la fin. Dans ces régimes de visualité algorithmique, la subjectivité s'est dissout à grande vitesse. Ce processus produit un changement radical dans la manière dont on observe la nature. Le mouvement dans ces contextes n'est plus un mouvement d'extraction horizontale comme dans la modernité, où les sujets ancrés dans un corps sur la Terre se plaçaient face à l'horizon du monde. On a ce type de représentation classique et des photographes contemporains qui vont répéter des schémas de représentation moderne dans un contexte où on est au-delà de cette modernité. C'est un peu ça mon hypothèse. Le mouvement actuel est désormais un mouvement d'extraction verticale. L'être humain ne se situe plus devant le monde, mais au-dessus de lui. Les regards s'élèvent, se dématérialisent, perdent du poids, perdent du corps, perdent de la gravité. Bref, les regards humains sur le monde disparaissent. Donc, les paysages qui représentent par excellence la condition contemporaine de l'être humain en tant que sujet déraciné et du monde en tant qu'objet informatisé est celui produit par la vision des oiseaux. La visualité aérienne, particulièrement celle des satellites, condense cette information. L'extraction, abstraction, la réduction et l'aplatissement du monde, déjà présents dans les paysages modernes, atteignent ici leur degré maximum. La nature devient pure data. Depuis les satellites, le territoire est mesuré, cartographié, délimité, quantifié, surveillé. C'est un paysage essentiellement produit pour être calculé et exploité, politiquement, militairement et commercialement. En ce sens, on pourrait dire que le paysage contemporain est le paysage de l'abstraction totale, un paysage sans horizon où l'individu ne se confronte plus au monde, car tous deux, le monde, la nature et l'individu, ont été absorbés et extraits par les systèmes qui les mesurent.
Donc, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, mais simplement pour vous dire que de la même façon que les portraits individualisants, c'était l'autre visage de la perspective du paysage moderne avec l'horizon qu'on connaît bien, les portraits qui va être avec ce type de paysage de l'abstraction et de l'extraction verticale seraient aujourd'hui les selfies, où il n'y a plus de relation à l'autre et les sujets s'enferment dans un boucles d'auto-représentation qui perdent le monde et qui perdent la relation humaine. Et dans les deux cas, l'image existe simplement pour circuler dans un réseau au-delà des points d'ancrage comme les sujets-objets dans le monde. Bon, merci beaucoup. Désolé pour le dépassement.